Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre dans notre webinaire sur le développement du potentiel par les neurosciences. Voilà, merci beaucoup de nous rejoindre. On a eu un petit souci, hein, vous aviez vu, c'était indiqué pour 11 heures. Finalement, on a décalé à 14 heures pour il y avait eu des soucis techniques. En tout cas, on vous remercie d'être présent et puis d'être parmi nous. Il y aura, pour ceux qui ne le sont pas, sachez que si vous avez des personnes qui s'étaient inscrites, on aura de toute façon le replay qui sera envoyé à tous. Et je suis en présence de Tiffany aujourd'hui. Salut Tiffany. Bonjour Simon, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce webinaire. Merci. Donc moi je suis Simon Châtelain, je suis directeur pédagogique sur nos formations soft skills, management chez MyConnecting. Et ce qui était important pour introduire ce webinaire, on voulait voilà, vous partager le fait on a pris l'angle, donc c'est un thème parfois qu'on entend sous le nom de apprendre à apprendre. Là, on a décidé de prendre l'angle du développement du potentiel par les neurosciences, mais sans être dans l'ultra théorique. C'est-à-dire qu'on va vraiment se concentrer sur la mise en action à partir de ce qu'on sait des neurosciences. Donc, on va essayer de vulgariser tout ça et de pas rentrer sur de la théorie, mais vraiment de rentrer dans le pratique et ce que vous allez pouvoir en faire dans votre quotidien. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, MyConnecting, voilà, en quelques chiffres, ça fait 17 ans qu'on existe. On va bientôt avoir notre majorité à 18 ans. On a formé plus de 15 000 personnes l'année dernière. On est voilà 300 collaborateurs partout dans le monde et on est très fiers d'avoir un taux de satisfaction qui est tous les ans aux alentours des 99%. Et ça dans nos différentes gammes de formation. Donc on fait bien entendu des soft skills et du management. Donc ça c'est les sujets qui nous portent aujourd'hui et qui nous portent une fois par mois avec souvent Tiffany d'ailleurs qui est là. Mais on fait également des formations sur les langues. Vous pouvez vous former en anglais ou en chinois ou toute autre langue chez nous, et en bureautique ainsi qu'en digital. Voilà, donc sur des sujets plus de e-commerce ou la suite, voilà, la suite Office. Vous pouvez vous former à Adobe ou Excel chez nous, bien entendu. Et pour ne pas faire une présentation corporate trop longue, je voudrais revenir juste sur moi. Un élément vraiment différenciant et qui est important pour nous, c'est le fait qu'on est une entreprise à mission. Et notre mission, c'est de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. Donc ça, quand je dis entreprise à mission, c'est pas juste dire qu'on est engagé dans quelque chose, c'est qu'on est vraiment au niveau de nos statuts, on a déposé un statut d'entreprise à mission. C'est-à-dire qu'on est audité sur la réussite et sur des engagements par rapport à cette mission. Donc voilà, comme on peut l'être sur de la certification Calliope ou autre, voilà, sachez que c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur chez MyConnecting. Et sans plus attendre, pour ne pas vous prendre, voilà, vous prendre trop de temps et rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va avoir 1 heure ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Voilà, on y répondra au fil de l'eau. Mais voilà, au programme, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord l'introduction donc sur les sujets de neurosciences et de neuropédagogie, parce que forcément, il faut passer par là comme on est sur le sujet du jour. Mais très vite, on va essayer voilà, de parler de comment on met sa motivation au service de son apprentissage. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses intéressantes à retenir là-dessus et de voir comment on peut s'auto-motiver et trouver des rituels et des pratiques à mettre en place au quotidien. Donc vraiment des actions très concrètes. Je pense que j'ai fait le tour, Tiffany, et donc j'ai plus qu'à te laisser la main sur l'introduction pour que tu nous expliques un petit peu ce que concrètement c'est les neurosciences, et puis après, bien sûr, la neuropédagogie également. Super, écoute, merci Simon pour cette belle introduction. Donc, ravi également d'être avec vous. Donc, Simon vous l'a dit, donc moi je fais partie du réseau MyConnecting. Je suis coach certifiée, également formatrice soft skills et j'interviens sur tout un panel de compétences soft du coup avec MyConnecting. Et c'est vrai que, comme disait Simon, en fait, les neurosciences sont partout dans notre vie. On est en fait au quotidien quand on développe notre potentiel, quand on s'enrichit de nouvelles compétences, mais pas que d'ailleurs, quand on fait son job quotidien, quand on se lève le matin, quand on avance dans sa vie quotidienne, en fait, les neurosciences sont avec nous. Et c'est vrai que c'est un terme qui peut parfois faire un peu peur. Alors, ça dépend si on est très intéressé par le sujet et déjà, on va dire, très, on va dire,
acculturé au sujet, ou si on ne l'est pas du tout et qu'on lit un petit peu ce mot-là qu'on voit partout ces derniers temps et qui prend de plus en plus de place dans la vie d'entreprise et qui devient presque un mot un peu pompeux, un peu jargonneux. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment le rendre simple et surtout le transférer en action observable, en action et en comportement observable, puisque ça fait partie aussi d'une mission de MyConnecting, c'est vraiment de transformer les actions de son public, de vous, de moi, de tous ceux qui suivent des super parcours MyConnecting. Donc, les neurosciences, on va déjà débroussailler, j'ai envie de dire un petit peu le sujet, c'est de dire qu'est-ce que la neuroscience. La neuroscience, c'est vraiment l'étude du cerveau. Donc, on le sait, le cerveau, c'est cet organe qui est absolument fascinant et qui est à l'origine de bien des choses et de notre comportement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est clairement à l'origine du développement de notre compétence. En fait, les recherches ou les chercheurs en neurosciences ont découvert que ce cerveau super adaptable, très plastique, a la capacité finalement d'apprendre continuellement. Donc la capacité de développer, donc par cet apprentissage, de nouvelles connexions tout au long de notre vie, en réponse à nos expériences, à notre environnement, aux différents apprentissages cognitifs, mais pas que, et finalement à notre quotidien tout simplement. Donc ça signifie que finalement, on s'engage dans un processus d'apprentissage pour toute notre vie. Donc déjà, ça clarifie un mythe qui est de dire, bah, moi, j'ai plus l'âge d'apprendre. C'est faux, puisque notre cerveau, il est en capacité d'apprendre tout au long de son existence. Donc, pour développer bien sûr ces nouvelles compétences professionnelles ou personnelles, pour stimuler cette créativité qui n'attend que d'être exploitée et d'être finalement stimulée, bah, finalement notre cerveau va être capable de se modifier, d'optimiser un petit peu ses performances pour atteindre différents objectifs. Donc nous aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment à cette partie des neurosciences qui s'appelle la neuropédagogie. Donc la neuropédagogie, c'est en fait vraiment l'application très précise des connaissances en neurosciences, donc de tous ces chercheurs en neurosciences, c'est l'application très précise des fonctionnements de notre cerveau au service de l'éducation, l'apprentissage. Et encore une fois, ça peut être tout au long de notre vie. Quand on dit éducation, c'est effectivement de l'école jusqu'à la fin de notre vie, puisqu'on est pour toujours en capacité d'apprendre. Donc, ça nous permet de comprendre comment notre cerveau apprend, comment notre cerveau, par exemple, retient l'information et comment aussi est-ce qu'il développe ces nouvelles compétences, comment est-ce qu'il les consolide. Ça tient à quoi, en fait, de développer de nouvelles compétences, de nouveaux comportements. Voilà un peu notre programme du jour. Super, bah merci de ce résumé. J'espère que ça a été clair. Et tu le disais, oui, effectivement, on ne dit plus la phrase je n'ai plus l'âge pour apprendre. Et encore plus, c'est qu'on pousse maintenant vraiment, on connaît les bienfaits de l'apprentissage et le fait Ouais. que c'est bon pour la santé, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, que c'est même utile de continuer à apprendre tout au long de sa vie. Exactement, exactement. Et donc, le premier point, en fait, en tout cas, le premier élément clé de ce webinaire, ça va être de comprendre, sans rentrer trop dans l'aspect théorique et scientifique, puisque voilà, on ne s'adresse pas voilà, à des chercheurs scientifiques et ce n'est pas notre objectif à nous tous là réunis autour de ce webinaire. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment concrètement comprendre comment ce cerveau, le fonctionnement de ce cerveau, il peut nous amener à développer notre potentiel et nos talents. Donc, on va s'intéresser. Merci beaucoup pour la slide, mais on va s'intéresser en fait déjà à la structuration de notre cerveau. Alors, je vais essayer de faire le moins théorique possible. Je vous promets, ça va être vraiment le moment le plus scientifique du webinaire, puisqu'après, on va revenir sur vraiment quelque chose de très concret, très palpable. Mais là, on a une idée générale de ce qu'est la neuroscience et du lien avec l'apprentissage. Donc, le cerveau, finalement, il y a un petit peu 3 zones essentielles qui vont nous intéresser, surtout en neuropédagogie. Et ces 3 zones clés du cerveau, finalement, elles vont être impliquées dans le processus d'apprentissage et du développement des compétences. Donc, il y a le cortex préfrontal, l'hippocampe et l'amygdale. C'est vraiment les 3 éléments qui vont être clés, en tout cas, pour mieux nous comprendre. Donc, votre cortex préfrontal, si vous ne le connaissez pas encore, je vous le présente un petit peu. Votre cortex préfrontal, il se trouve à l'avant de votre cerveau. Et c'est cette zone du cerveau qui est souvent considérée un petit peu comme le centre de contrôle de la prise de décision. Donc, c'est lui qui est vraiment au contrôle de toutes les décisions qu'on va prendre. Donc, il va jouer un rôle essentiel, par exemple, dans la planification, dans l'organisation, dans l'attention. Il va aussi jouer, par exemple, un rôle essentiel sur l'inhibition des comportements indésirables et la régulation aussi de nos émotions, d'une manière un peu, si je peux dire, analytique. C'est celui qui va instaurer un peu de la logique, de la rationalité, en fait, dans
toutes nos décisions et nos interactions quotidiennes. Donc, c'est grâce à cette région du cerveau, en fait, qu'on est capable, par exemple, de se concentrer sur une tâche. C'est aussi grâce à cette région du cerveau qu'on est capable aussi d'établir, par exemple, des objectifs très précis, de résister à des distractions. Exemple concret de la vie quotidienne, vous êtes en télétravail, grâce à votre cortex préfrontal, vous êtes capable de vous dire, bon, là, je sais pas, je vais pas allumer Netflix et me regarder une série parce que je suis en télétravail et que je dois finir ce dossier, ou je vais pas aller, je sais pas moi, ouvrir mon frigo toutes les 5 minutes parce que j'ai envie de manger. Non, en fait, mon cortex préfrontal, il régule un petit peu tous ces parasites à l'attention et il me permet de rester attentif et focalisé. Je vous fais des liens avec le quotidien pour que ça ne soit pas trop scientifique et théorique. La deuxième partie du cerveau qui nous intéresse, c'est donc l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est cette fameuse structure là en forme de croissant qui est située un peu dans la partie médiane du cerveau limbique. Et donc l'hippocampe, elle va en fait, elle va intervenir dans tout ce qui est formation, consolidation de nos souvenirs. Donc ça, c'est hyper intéressant puisque forcément, ça va avoir un lien direct avec la mémoire. Et donc, c'est grâce à elle qu'on arrive déjà à retenir ce qu'on apprend, à nous rappeler des événements passés. Hein, donc, si j'ai assisté hier à une réunion importante sur tel sujet, je vais garder en mémoire, grâce à cet hippocampe, pas mal de données, ou en tout cas, je vais peut-être même me souvenir de comment je me suis sentie à tel moment et qu'est-ce que ça m'a induit comme idée, par exemple. Je fais des liens aussi avec la vie pro. Elle est intéressante aussi pour la mémoire spatiale, donc ça veut dire qu'elle nous permet de nous orienter dans l'espace, qui est quand même très important aussi pour l'apprentissage. Et puis en gros, une bonne santé, un bon fonctionnement de cet hippocampe, c'est ce qui va être essentiel pour faciliter l'apprentissage, la rétention et quelque part la manière dont je vais récupérer et réutiliser toutes les informations. Donc l'amygdale, l'hippocampe, pardon, j'ai dit l'amygdale, l'hippocampe, on doit effectivement, on lui doit beaucoup aussi dans le développement de notre potentiel. Et on y vient donc, la dernière partie du cerveau qui nous intéresse, c'est l'amygdale. Et donc l'amygdale, elle est située profondément dans le cerveau et c'est finalement la structure qui est liée à la gestion de nos émotions et à la gestion de notre stress. Donc, ce qui va jouer vraiment un rôle absolument clé dans l'apprentissage et le développement du potentiel, parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de traiter tous les petits stimuli émotionnels qu'on va ressentir dans notre quotidien et qui vont être aussi vecteur du développement de notre potentiel, de nos compétences. Ça va avoir un lien très fort aussi avec nos souvenirs émotionnels. Dans la formation, là, je sais qu'on a pas mal de professionnels de la fonction RH et formation, donc vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là aussi. Dans la formation, on utilise souvent le terme de frappe émotionnelle, c'est-à-dire on veut que au cours d'une formation, et on l'utilise beaucoup dans les parcours My Connecting, on veut que en fait, le participant, à un moment donné, vive un moment tel que ça va lui procurer une émotion, finalement, une émotion si forte qu'en fait, il va le mémoriser. Donc, par exemple, au cours d'un exercice en formation, ça peut être de dire, ça peut s'associer par exemple aussi à une prise de conscience. Ça peut être se dire, là, je vis un moment de formation en groupe qui va me procurer de la joie, ou ça peut être même du doute, de l'inquiétude, ça peut être de la frustration. On peut aussi rechercher à créer cette frustration pour que le participant se souvienne de ce moment et donc ancre une information associée à ce moment. Et bien là, c'est l'amygdale qui vraiment est, entre guillemets, au centre de la situation, au centre de l'état de fonctionnement de l'individu, puisque justement, cette frappe émotionnelle, elle va permettre justement de retenir associé à l'émotion procurée par un événement. Donc l'amygdale, elle influence vraiment notre motivation, notre engagement émotionnel, notre capacité aussi à réguler notre stress et nos émotions pour pouvoir justement retenir et s'enrichir de toute expérience. Voilà, j'essaye de rester assez large et pas trop théorique, mais Simon, tu me dis si besoin de repréciser. Non, non, c'est très clair de mon côté. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions à les poser enfin, dans le chat. Et là, en fait, c'est un bon exemple, je pense que tu nous disais sur la partie reptilien où effectivement on va, enfin le reptilien amygdale, pardon, où tu nous disais qu'on essaie de faire vivre des émotions donc pendant les formations. C'est vrai que donc du coup, en fait, de plus en plus, avec le temps et les avancées donc en neuropédagogie, on se rend compte qu'il faut réussir à stimuler en fait un peu toutes ces parties du cerveau pour que l'apprentissage se fasse au mieux. C'est ça? Exactement.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et même au-delà même de la formation, j'ai envie de dire, et c'est aussi le but du webinaire, c'est de dire, essayons juste de comprendre comment fonctionne, ou en tout cas les grands principes clés de la neuropédagogie. D'ailleurs, il y en a 3, on va les découvrir ensemble, mais c'est essayons de s'inspirer des grands principes clés de la neuropédagogie pour notre quotidien à nous en tant qu'individus, même au-delà du contexte de formation, c'est-à-dire toi, moi, toutes les personnes qui nous écoutent dans notre quotidien, quelle que soit notre activité, en fait, on peut s'inspirer de ces choses-là. Et le but, là, ça va être de rentrer dans concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu pour aller les stimuler, ces trois principes-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc moi, je te propose Super, qu'on bah, aille je te laisse dans cette... démarrer et je sais en plus, vous allez voir, je sais Tiffany vous a préparé des petits rituels ou en tout cas des idées pour actionner ces principes clés pour rester dans notre démarche justement de mise en pratique aussi. Exactement, c'est tout à fait voilà ce qu'on va s'apprêter à faire là pour vraiment concrétiser les choses. Donc, on a 3 principes clés. Donc, intéressons-nous déjà au premier, la plasticité cérébrale. Alors, qu'est-ce que la plasticité cérébrale? La plasticité cérébrale, c'est tout ce qui va toucher à la capacité à, par exemple, reconfigurer son cerveau, former de nouvelles connexions neuronales, varier des tâches et les initiatives. En fait, la plasticité cérébrale, elle permet au cerveau de sans cesse, finalement, se réinventer tout au long de notre vie, encore une fois, et donc va nous permettre, par exemple, d'apprendre de nouvelles choses, développer des compétences, améliorer notre performance. C'est vraiment stimuler son cerveau quotidiennement pour que sans cesse, il se renouvelle. Ça, c'est le premier principe de neuropédagogie. Donc, en termes de rituel quotidien, pour nous, là, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, par exemple, vous pouvez vous dire, tiens, mon petit défi, on va dire plasticité cérébrale, ça pourrait être au quotidien de me dire, et si j'initiais par exemple une nouvelle activité, je sais pas, chacun après fait comme il le sent et comme il le peut et comme il le veut aussi, mais ça peut être de dire peut-être une fois par mois, je m'instaure la découverte d'une nouvelle activité. Ça peut être pro, perso, ou j'ai envie d'aller explorer ce nouveau sujet. Tiens, je ne connais pas cette chose-là ou j'ai jamais mis mon nez là-dedans et pourquoi j'irais pas, voilà, juste comme ça, me mettre un petit défi d'explorer de nouvelles choses à une fréquence assez, voilà, quotidienne ou en tout cas, peu importe ce qui est possible pour chacun. Ça peut être par exemple d'organiser des séances régulières de résolution de problèmes. Par exemple, le co-développement est un super outil pour aussi développer cette plasticité cérébrale, puisqu'on apprend à travailler ensemble, à plusieurs d'ailleurs, à résoudre une situation ou à apporter des solutions à une situation ou en tout cas à une problématique posée. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi de dire si c'est au sein de votre entreprise, avec votre équipe, essayer de trouver comment est-ce qu'on pourrait plus travailler par le jeu pour justement stimuler des capacités cognitives. Comment est-ce que je pourrais encourager plus de diversité dans les tâches que je propose ou les défis que je propose au sein de mon équipe ou que je m'inflige à moi-même aussi, pourquoi pas. Être moins dans la routine, moins dans la zone de confort et un peu plus dans la zone d'exploration. C'est ça la plasticité cérébrale. Voilà. C'est vrai que je rebondis sur la dimension de tâches, tu parles de Ouais, nouvelles activités et c'est vrai qu'on est entouré parfois de personnes selon le métier qu'on fait qui peut avoir des tâches très répétitives, quand on fait du traitement, quand on fait de l'administratif et cetera. C'est des choses où c'est régulièrement la même chose et en fait ça, c'est vrai qu'à terme ça vient un petit peu nous obstruer le cerveau. En tout cas, ça nous développe pas notre plasticité cérébrale. Et parfois, c'est ça. on peut avoir du coup du mal à retomber. Si au bout d'un moment, on retombe dans quelque chose de ah là là, il faut créer de la créativité, là, il faut sortir du cadre. Bah, c'est un peu j'ai toujours fait comme ça et donc je sais plus faire autrement, quoi. Absolument, absolument. Et puis c'est aussi ce sentiment en fait à un moment donné, bah, qui du coup s'exprime pas parfois pour certaines personnes par l'ennui ou la lassitude, mais tu vois, à pas se développer, à un petit peu tourner en rond, à s'ennuyer dans son job, à avoir l'impression qu'en fait on est un peu mis au placard, ou on n'évolue pas, on n'avance pas. Attention, quand je dis évoluer, c'est pas forcément évoluer dans la hiérarchie, c'est vraiment déjà évoluer personnellement, évoluer dans sa compétence, dans sa capacité à faire. Et c'est ça, en fait. C'est parce que cette plasticité cérébrale, on l'utilise pas, c'est un principe clé, mais je veux dire, on va pas, oui, la stimuler, on va pas s'en servir alors qu'elle n'attend qu'à être quelque part activée. Donc, en l'activant et à son échelle, on peut le faire hein, sans avoir besoin d'approbation de son entreprise.
même en changeant la manière de faire une tâche routinière, on peut justement changer la donne en fait. Deuxième principe clé. Est-ce que ça te va, Simon, si on passe au deuxième principe clé? C'est parfait. Super. Donc, le deuxième, c'est l'engagement émotionnel. Donc, c'est vrai que là, pareil, la neuropédagogie s'est rendu compte que c'est vraiment, en fait, quand on vient activer ce fameux engagement émotionnel, quand on est nous-mêmes émotionnellement engagés dans une activité, notre cerveau, il est beaucoup plus réceptif à l'apprentissage et à la rétention. C'est ce qu'on disait, hein, les fameuses frappes émotionnelles. Il est aussi beaucoup plus impliqué dans la réalisation, en fait, de la tâche ou de ce qu'on est en train de faire. Donc, forcément, déjà, il y a l'atteinte d'une certaine performance que peut-être qu'il n'y aurait pas si l'engagement émotionnel n'était pas aussi fort, mais il y a aussi finalement ce sentiment de s'accomplir, en fait, de se développer, de s'accomplir, parce qu'on est vraiment complètement voilà, pris dans ce qu'on fait. Hein. Dans psychologie positive, on parle aussi beaucoup de flow, on y investit vraiment toute notre attention parce qu'il y a beaucoup de défis, on est pris à 100% dans ce qu'on fait. Donc ici, il y a une émotion, par exemple, générée par l'activité, donc une émotion forte que nous génère l'activité. Il y a cette notion de on va vraiment retenir ce qu'on fait. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut le développer ça? Comment est-ce qu'on peut développer l'engagement émotionnel? Comment est-ce qu'on peut créer dans notre quotidien nous-mêmes nos propres frappes émotionnelles? Eh bien, en termes d'idées et de rituels, par exemple, vous allez en avoir qui s'affichent. D'ailleurs, juste pour information, on ne rentre pas dans le détail de tous les idées et rituels, parce qu'on en a plein d'autres à vous proposer, mais vous allez recevoir bien sûr le replay et le support également, Simon, je ne dis pas de bêtises. Donc, vous pourrez tout à fait reprendre au calme tous ces idées et ces rituels pour plus tard. Mais par exemple, si je développe par exemple le premier, les histoires inspirantes, les témoignages de réussite ou les vidéos motivantes, inspirantes, ça suscite des émotions plutôt boostantes, positives. Et c'est vrai que ça va venir stimuler ce qu'on appelle cet engagement émotionnel. Donc, quand vous regardez une conférence, par exemple, qui vous inspire, j'en sais rien, moi, sur une nouvelle compétence dans laquelle que vous ne détenez pas, mais que potentiellement vous auriez envie de développer, évidemment, c'est toujours beaucoup plus motivant en termes d'apprentissage de voir cette vidéo inspirante qui a créé une émotion chez vous, autour de laquelle vous avez envie de parler, qui a généré peut-être une émotion ou de l'admiration, un état émotionnel, pardon, comme de l'admiration, de la fierté, de l'envie aussi, pourquoi pas. Ça va toujours être beaucoup plus stimulant que de simplement vous dire, sans aucun support, dire, voilà, je vais développer cette compétence et c'est parti, quoi. Il y a cette notion de stimulation derrière l'engagement émotionnel. Donc, voilà, ça peut être une idée à creuser, aller chercher des vidéos, des témoignages. C'est pour ça que d'ailleurs tous ceux qui font, alors je pense forcément tout de suite au TEDx, mais même voilà toutes les personnes qui essayent de faire des conférences et de diffuser de la connaissance cherchent tout le temps à utiliser un peu du storytelling ou à avoir justement une métaphore qui va marquer, qui va venir faire stimuler l'empathie avec une histoire chez les gens, etc. Ouais, Absolument. Absolument, et on le sait puisqu'on anime aussi des formations effectivement sur la prise de parole, l'art du pitch. On le voit en fait, dans les principes clés du storytelling, il y a susciter l'émotion. Parce qu'il y a effectivement ce principe de neuropédagogie, en fin de compte, qui se trouve derrière cette clé-là. Et sinon, un storytelling sans émotion, c'est un storytelling qui finalement n'aura pas autant d'impact, ou en tout cas ne sera pas vraiment dans l'art du storytelling tel qu'il peut être utilisé avec toute sa puissance. Donc l'engagement émotionnel, c'est plein de choses. Alors, vous avez plein d'autres exemples que je vous inviterai à découvrir aussi par vous-même. Ça peut être des exemples à faire tout seul, en groupe. Ça peut être, vraiment, il y a plein de manières de stimuler cet engagement émotionnel. Hein. C'est pas que par le storytelling et les histoires inspirantes, mais voilà, on en approfondit un pour chaque, mais vraiment, on peut faire plein de choses différentes. Donc, c'est ça qui est intéressant. Passons donc au troisième principe. Alors, le troisième principe, constructive. Voilà, le principe de la rétroaction constructive. Donc, comment est-ce que la rétroaction constructive peut être finalement essentielle? C'est vraiment le principe de
vraiment recevoir, émettre et recevoir des commentaires. Hein. Derrière là, voyez-y les termes de feedback, les termes de retour sur action, hein, parce que parfois il y a des mots un peu pompeux, mais qu'en fait on utilise déjà tout à fait au quotidien. Je suis sûre que le feedback, vous êtes totalement familier avec ce principe-là. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment comment est-ce que, à travers les commentaires constructifs que l'on reçoit et que l'on émet, finalement, on s'enrichit de par voilà, les expériences réelles dans lesquelles on se trouve. On enrichit nos performances, on nourrit notre cerveau et on l'équipe en fait de tous les outils dont il a besoin pour transformer les comportements qu'il induit et renforcer les compétences qu'il met en œuvre. C'est ça en fait, c'est qu'un cerveau, il ne va s'enrichir aussi au contact de ce qu'il reçoit comme information. Et les informations qu'il reçoit, elles sont importantes aussi quand elles viennent des autres, mais aussi quand nous, on les formule. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut se développer à travers ces fameuses rétroactions et ces commentaires qu'on échange. Donc, ici, idée rituelle. Eh bien, on peut faire, par exemple, intégrer des temps très dédiés au feedback régulier dans le développement professionnel. Bon, ça, c'est pas une nouveauté. Je pense qu'on est plutôt très clair là-dessus. Faire des petits bilans individuels constructifs et très spécifiques. On peut les faire vis-à-vis de soi-même, on peut les faire avec les autres, on peut les faire en binôme, pratiquer, par exemple, ce co-coaching, le mentorat. Ça, encore une fois, c'est pareil. Bien sûr qu'il y a des dispositifs d'entreprise qui le favorisent, mais on peut aussi l'instaurer soit tout seul. On peut aussi se dire, tiens, j'ai envie de me stimuler, j'ai envie de me développer sur ce sujet-là. Est-ce que je n'irai pas trouver au sein de mon entreprise, au sein de mon équipe, quelqu'un qui pourrait représenter un mentor pour moi sur ce thème-là? Et j'ai envie, voilà, d'instaurer des temps d'échange réguliers avec cette personne. Vous voyez, le truc, c'est qu'on n'est pas obligé absolument de faire ça avec tout l'accord de l'entreprise derrière. En fait, on peut aussi soi-même l'initier. Moi, ce que je vais vous montrer à travers ce webinaire, c'est que, en fait, tout ça, c'est à notre portée quotidienne. En tant qu'individu, si on veut développer son potentiel, ses compétences par les neurosciences, c'est à notre portée quotidienne, dans toutes les sphères de notre vie. Voilà. Donc, plein de choses qui peuvent permettre effectivement de vraiment développer et s'inspirer de cette neuropédagogie au quotidien. Alors, je vais proposer une jonction entre deux des principes clés, parce que tout à l'heure, j'y pensais, mais j'avais peur de spoiler la suite. Quand tu nous parlais de la plasticité cérébrale, donc avec l'importance de faire des choses différentes et donc de se stimuler en fait par des nouveaux apprentissages, des nouvelles actions. Ça m'a fait tout de suite penser à, ah bah tiens, on pourrait aussi se mettre en place un rituel de une fois par mois ou une fois par trimestre, je fais ma rétroaction sur ma plasticité cérébrale, sur qu'est-ce que j'ai fait de nouveau ce trimestre, comment je suis sorti de ma zone de confort, est-ce que j'ai développé est-ce que j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Enfin, voilà, du coup, ça me faisait penser en t'entendant parler de mixer un petit peu les deux aussi. Mais absolument, et c'est une super idée ça. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une super idée de se poser cette question-là parce que là où je te rejoins complètement, c'est que même si sur le papier on se dit waouh super, oui ça serait génial de faire ça. En fait, on se rend bien compte que le quotidien il est quand même très sollicitant, très drainant. Parfois, on est happé aussi dans cette espèce d'automatisme où on aimerait faire ça, mais bon, bah, on se rend compte au bout de 3 mois qu'on l'a pas fait. Et tu vois, ce que tu proposes, c'est de se dire tiens, en combinant les deux principes, bah, je m'assure finalement que je me laisse pas happer par le quotidien qui parfois va devenir routinier et va devenir un peu parasite pour le mental. Je me laisse pas happer par ça et je me fais un peu des piqûres de rappel de tiens, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau, qu'est-ce que j'ai entrepris de nouveau. Et c'est une super idée ce que tu proposes là, vraiment. Bon, bah, c'est super, bah, merci. Et on va essayer de ne pas se faire happer par le temps et on va vous proposer tout de suite un sondage. Voilà, pour ceux qui nous connaissent et qui sont là régulièrement sur nos webinaires mensuels, on propose des sondages et vous pouvez donc là normalement y répondre. Donc, qu'est-ce qui vous motive à apprendre? Est-ce que c'est le défi, la curiosité, l'attention, la récompense? Voilà, donc là l'idée c'est vraiment de prendre un petit peu votre pouls. Donc normalement vous pouvez cliquer et répondre directement. On va vous laisser quelques instants. Voilà, donc sondage complètement anonyme. L'idée n'est pas en plus, ce n'est même pas d'étiqueter parce que chacun est un peu stimulé par
parfois même toutes ces choses-là. Mais s'il y avait vraiment une de ces options qui ressortait, qui peut en tout cas être votre moteur d'apprentissage principal, vous diriez que finalement, c'est laquelle de ces options-là qui est votre moteur principal d'apprentissage? Qu'est-ce que tu dirais, toi, Simon, ton moteur principal d'apprentissage là parmi tout ça? Pendant longtemps, j'ai espéré que c'était la curiosité en étant voilà, curieux de tout, et au final, je me rends compte que je me challenge plus par le défi, Ouais, euh, et que finalement ma curiosité, elle est pas toujours naturelle, tu vois, mais que ouais, j'ai ouais, besoin de me mettre des petits défis pour, allez, petit challenge, là tu vas y arriver. ouais. Voilà. Ah, Alors on a ah bah, dis, 93% sur la hyper tranché curiosité, c'est ton père intéressant. là. C'est hyper tranché, c'est hyper intéressant comme sondage. Ouais, ok. Donc, bah, tu vois, tu as 93% qui répondent à la curiosité, mais du coup, c'est intéressant parce que, tu vois, moi, j'aurais répondu aussi la curiosité. Et en fait, en t'écoutant, je trouve ça super intéressant que tu sois allé creuser un peu plus loin et de dire est-ce que ma curiosité est vraiment de la curiosité un peu dénuée de tout, voilà, de toute attente, ou est-ce que s'il n'y a pas un peu de défi derrière, il n'y a pas un peu d'envie de me pousser? Et c'est pas mal. Donc, moi, j'avoue que je pense que dans certains contextes, ça serait 100% curiosité. Dans d'autres, ça pourrait être un petit peu une curiosité, mais qui cache un défi derrière. Donc, c'est intéressant. Du Hmm. coup, on peut aussi inviter toutes les personnes qui ont répondu au sondage à se demander si leur curiosité, c'est 100% curiosité ou si c'est pas un peu du défi. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce sondage. Et on a quand même aussi 7%, notons-le, qui répondent l'attention. Et c'est vraiment le fait d'avoir cette pleine attention, l'attention à quelque chose qui vous motive à apprendre. Parce que je rejoins ces 7 personnes, c'est quand même très difficile aussi, euh, même si tu es curieux de quelque chose, finalement, d'apprendre si tu n'arrives pas à focaliser ton attention. Donc en fait, vous l'aurez compris, ces 4 facteurs-là sont propices à l'apprentissage, boostent l'apprentissage, motive l'apprentissage. Mais justement, le mot motiver, c'est ça qui va nous intéresser là. Et on va s'intéresser un petit peu à quel lien est-ce qu'on peut faire entre motivation et apprentissage. Alors, Simon, nous allons parler de motivation intrinsèque. Bah, ta transition était toute faite, donc je te laissais libre cours. Exact. Voilà, on se comprend. Donc, effectivement, motivation intrinsèque. Alors, qu'est-ce que c'est que la motivation intrinsèque? Donc, juste petite définition qui est quand même assez intéressante. La motivation intrinsèque, elle se produit lorsque l'on agit sans chercher à obtenir de récompense extérieure. Ça, c'est la motivation extrinsèque. Donc, en fait, on apprécie pleinement une activité qu'on voit en fait comme une opportunité d'explorer, d'apprendre, de réaliser notre potentiel. Donc, derrière ça, il peut y avoir juste le défi d'apprendre quelque chose de nouveau, hein. Mais le défi sans récompense. C'est pas parce que j'aurais réussi à apprendre cette nouvelle chose qu'on va me récompenser ou que je vais, j'en sais rien moi, être augmenté, changer de poste. Mais juste le défi d'apprendre. Ça peut être de la motivation intrinsèque. La curiosité d'apprendre, ça peut être de la motivation intrinsèque. Et le plaisir de porter mon attention sur cette chose, ça peut être aussi de la motivation intrinsèque. Parce que à 100%, je porte mon attention sans rien en attendre, mais je me mets à 100% dans un état de focalisation sur une tâche. Par contre, quand je dis la récompense, quand je dis j'apprends ça pour avoir ça, là, on est sur de l'extrinsèque. Donc voilà le distinguo déjà entre intrinsèque et extrinsèque. Est-ce que c'est Effectivement, clair déjà? ça fait penser à intérieur, donc intérieur intrinsèque, extrinsèque Ouais, c'est extérieur, donc récompense extérieure par exemple, très bien. Et alors exactement. tu différenciais aussi la amotivation, qui est le fait de ne pas avoir du tout de motivation, ce qui peut être le cas parfois sur certains sujets, certaines tâches, certaines choses qui nous emballent pas du tout. Exactement. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est comment dire, de corréler la motivation, qu'elle soit inexistante, extrinsèque ou intrinsèque, à notre attitude. Donc, vous voyez en bas de l'écran, vous avez une espèce de petite frise là qui nous amène de l'autodétermination très faible à l'autodétermination très forte. Et ça, pour le développement de notre potentiel, c'est crucial parce que ce qui nous intéresse dans la motivation et de mieux comprendre comment fonctionne notre motivation en lien avec les neurosciences et le développement de notre potentiel, c'est de dire quelle est la motivation
qui nous met dans un état d'autodétermination finalement le plus fort pour justement voilà, mobiliser tout notre comportement sur un sujet, une tâche, une compétence, peu importe sur quoi on s'implique. Donc, quand on est amotivé, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de motivation, on n'a pas d'intérêt, d'envie particulière, ça ne résonne pas du tout pour nous. Moi, si vous me dites, par exemple, je ne sais pas, voilà, sans dénigrer quelque activité, mais bon, c'est vrai que moi, par exemple, je sais pas, le judo, je prends un exemple comme ça, le judo, je n'ai pas de motivation particulière à commencer le judo. Ce n'est pas un sport qui particulièrement m'intéresse. Voilà, j'en suis pas forcément curieuse et j'ai pas forcément envie d'en faire. Donc évidemment, je vais avoir une autodétermination très très basse pour le judo. D'accord? La motivation extrinsèque, celle qui finalement va être maintenue par des sources extérieures à l'individu lui-même. Donc par exemple, si je dis bon, qu'est-ce que je peux sortir là? J'ai pas prévu ça. Mais si je dis oui, bon, bah alors voilà, par exemple, il y a pas mal de régulations, je pense que là, ça va parler à tout le monde, il y a pas mal de régulations autour de la formation. Hein, bah voilà, chaque fois, voilà, on le sait, le monde de la formation se réinvente tout le temps, des nouvelles normes et des Calliope, plein de sujets comme ça. Moi, je vous avoue que c'est pas de ma motivation intrinsèque. Néanmoins, je suis souvent en train de regarder ce qui se passe sur ces sujets-là parce que il y a bien une source extérieure qui est la survie de mon activité. Donc, je suis quand même en attention, en lecture. Et ce qui me motive, c'est de juste pas passer à côté de quelque chose qui pourrait potentiellement mettre à mal ou en tout cas affecter mon activité. Mais ça n'est pas ma motivation intrinsèque de m'intéresser à tout le process Calliope et compagnie. D'accord? Donc, qu'on soit bien clair. Je pense que il y a des responsables formation qui comprennent bien ce que tu es en train de nous dire. Je pense qu'on est tous passés par là quand on a vu la montagne de, bah voilà, le process. Mais voilà, c'est de la motivation extrinsèque et du coup, il y a quand même une autodétermination assez évolutive par rapport au précédent parce que on sait que ça a quand même un impact. Alors que suivre voilà un webinaire sur bah voilà des nouvelles découvertes par exemple en neurosciences ou en psychologie positive ou découvrir je sais pas moi des nouvelles recherches autour justement du développement des soft skills, ça c'est une motivation intrinsèque, ça c'est quelque chose qui clairement me motive au-delà même d'un gain particulier qui est juste la pure curiosité parce que c'est un sujet de passion. D'accord? Donc ici, il y aura une autodétermination. Je ne vais pas perdre une miette de la conférence. Encore faut-il que j'active toutes les bonnes conditions pour l'apprentissage qu'on va voir après. Mais ici, on est vraiment dans la motivation intrinsèque parce que ça me parle en fait. C'est vraiment, ça m'intéresse, moi personnellement. Voilà un petit peu le lien entre motivation, autodétermination et développement de notre potentiel. Je pense super, bah merci beaucoup. Ouais, je pense que c'était assez clair. Et là, du coup, justement, tu voulais qu'on parle de 3 clés qui peuvent stimuler cette motivation intrinsèque, parce qu'on peut avoir tendance à se dire, bah, soit je suis motivé intérieurement, soit je le suis pas. Alors qu'en fait, non, on peut aussi challenger sa propre motivation. Exactement. Et ben, ces 3 clés, elles sont déjà connues finalement par toutes les personnes qui nous écoutent puisqu'elles étaient présentes, elles étaient glissées dans les réponses donc proposées par le sondage. Donc, bah, pour 0% d'entre vous, le défi est, mais pour toi, Simon, en tout cas, c'est le cas. Mais le défi peut être une clé à stimuler, donc on va le voir. Et puis peut-être que ça peut être intéressant pour chacun de se poser la question de est-ce que c'est pas une clé finalement que j'utilise pas et qui pourrait être intéressante à intégrer dans mon quotidien. Mais le défi peut être une clé. La curiosité, c'était 97%, 93% pardon, des participants stimulent déjà cette clé. Et puis l'attention pour 7% était aussi une clé qui pouvait voilà, stimuler la motivation à apprendre. Alors, allons nous intéresser au défi. Je pense que le défi, vu que c'est une réponse qui n'a pas forcément été partagée par les personnes là, qui nous écoutent sur le webinaire, ça peut être intéressant de plonger vraiment à fond dans celle-là. Parce que je regarde le timing aussi, il nous reste quelques petites choses à aborder. Donc, on va faire vraiment un focus sur le défi et on découvrira de manière un petit peu plus, voilà, un petit peu plus, comment dire, synthétique les deux autres. Donc, le défi, l'idée du défi, c'est de se dire que voilà, un individu, il est vraiment motivé quand il poursuit une activité qui a vraiment un sens, un but. Donc, il y a vraiment quelque chose qui parle à l'individu lui-même. Donc, on dit à l'estime de soi, mais en fait, c'est encore plus profond que ça. C'est de dire à l'individu vraiment dans son fort intérieur. Donc, le défi, c'est de dire, il y a quelque chose qui me pousse à agir,
il y a quelque chose qui m'engage dans l'action parce que ça me parle, parce que j'ai envie de me donner les moyens de l'accomplir. Donc, ça peut être, par exemple, bah, la difficulté, l'endurance, qui va représenter un défi. Ça peut être le sens. Tu vois, tu disais, Simon, que vous êtes une entreprise à mission. Je pense que le fait d'avoir fait, le fait même d'avoir fait cette démarche-là, de vraiment l'écrire dans vos statuts, c'est que vous vous êtes dit, voilà, en fait, on a envie de se lever le matin. Et c'est pas juste voilà pour dire voilà on fait ça, mais c'est vraiment on l'inscrit dans notre statut parce qu'on veut que ça soit vraiment notre moteur. Notre défi, c'est cette mission que vous portez chaque jour. Et peut-être que parfois, quand il y a voilà des moments un peu plus difficiles dans la réalisation d'une tâche, d'un projet, ben, cette mission, elle vous ramène à vraiment au défi de réussir cette mission-là, par exemple. Oui, absolument. Tu vois, le défi, c'est quelque chose qui vraiment pousse les personnes à faire, à se dépasser, à mettre toute leur volonté au service d'une voilà, d'une action, d'une compétence. Et ça, on peut le faire au quotidien, même individuellement. Donc, on associe une nouvelle tâche, une action, une compétence à, par exemple, une valeur, quelque chose qui nous nourrit, quelque chose qui nous parle, quelque chose qui vraiment, quelque chose en quoi on croit, en fait, tout simplement, quelque chose en quoi on croit. Et quand on préparait ce webinaire avec Tiffany, justement, je donnais un exemple, moi, que j'ai pu faire dans le passé. Alors voilà, ça m'arrive de refaire des sessions un petit peu comme ça, où je m'engage. Mais l'année dernière, par exemple, je m'étais mis un défi de lecture de un livre par mois. Et en fait, pourquoi ça? C'est qu'au final, moi, j'aime bien lire, mais c'est pas quelque chose qui va instinctivement, maintenant que vu qu'on est en plus stimulé par énormément d'autres choses au quotidien. Par contre, je sais que l'autodéveloppement et le fait de continuer à se développer tout au long de sa vie et de continuer à apprendre, ça, c'est une valeur qui est importante pour moi, que j'ai déjà pu identifier dans des formations notamment. Non, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et donc, j'associe ce défi finalement à cette valeur, et c'est plus ça qui me donne envie, c'est de, voilà, de me dire, bah, je veux faire partie des personnes qui continuent à apprendre tout au long de leur vie et à se développer en continu. Et donc, je mets cette tâche en place. Et bah exactement, bah là tu stimules ta motivation par le défi associé à une valeur. Donc on est vraiment là-dedans. Et donc j'imagine que ta motivation et ton autodétermination étaient clairement activées dans ce défi-là, puisque ça coche vraiment, entre guillemets, toutes les cases de la motivation intrinsèque pour le coup. Bien sûr. Ok, super, top. Donc voilà, on vous invite également, vous, à réfléchir à quelles pourraient être voilà, des situations qui pourraient représenter un défi et donc vous motiver à vous défier vous-même sur des nouvelles tâches, de nouvelles compétences, de nouvelles actions dans votre quotidien, pro ou perso encore. Il n'y a pas de frontières, en tout cas, d'utilisation de ces outils-là. Hein, ça marche vraiment partout. Alors, le deuxième point, celui de la curiosité, qui finalement a l'air d'être quand même très, très utilisé par toutes les personnes, ou en tout cas très stimulé par toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, la curiosité, pour faire très court, là, ici, on parle de curiosité comme motivation, effectivement, source de motivation intrinsèque, parce que elle va vraiment, entre guillemets, attirer notre attention, vraiment. C'est-à-dire qu'on va avoir envie on va être un peu happé par quelque chose dans notre environnement physique, hein, clairement. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la curiosité sensorielle, c'est qu'il y a une odeur, une couleur, quelque chose qui m'appelle, ou un livre, je sais pas, hop, je suis attirée par voilà, tous ces livres dans cette bibliothèque. Donc ça, c'est la curiosité sensorielle. Mais aussi quand quelque chose dans cette activité stimule le besoin d'en savoir plus. Donc là, je me dis, bah, j'ai plein de livres face à moi, il m'attire, cette bibliothèque m'attire, il y a des couleurs, il y a des livres, mais je vais peut-être pas avoir la même curiosité pour chacun parce que peut-être que par contre, celui-là, de livre, il va faire appel à un sujet, donc curiosité cognitive, qui me donne envie voilà, d'approfondir. Donc là, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça permet de à la fois mobiliser ses sens avant de démarrer une tâche, une action. Par exemple, on peut faire comme ça hein, pour développer sa curiosité. On mobilise tous ses sens. On peut aussi se dire, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que j'ai envie de m'y intéresser? Je vous donne un exemple. Vous avez un dossier un peu épineux là comme ça qui vous attend sur votre bureau depuis des semaines. Calliope par exemple. Calliope, c'est pas voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui adorent Calliope hein, et je m'en excuse si je fais voilà si je fais pas une super pub à Calliope là. Mais moi je sais que si voilà je vais me lancer là dans Calliope, déjà il faudrait que visuellement le truc me donne envie quoi. Donc si on me propose par exemple
je sais pas moi, un support où tout est rédigé hyper, c'est les principes de communication, hein, mais tout est rédigé en noir et blanc, tout petit caractère. Déjà, Calliope, c'est un peu épineux. J'aimerais qu'on, je sais pas, moi je le verrais bien, hop, sur un visuel un peu plus, voilà, invitant, avec pourquoi pas des couleurs, une mind map, quelque chose qui me donne envie d'aller plus loin et qui attise ma curiosité sensorielle. Déjà, juste au niveau de la vue, c'est beaucoup plus lisible, je me sens beaucoup plus attirée. Et puis ensuite, la curiosité cognitive, il faudrait que j'ai accès à des informations, peut-être qu'elles soient, j'ai envie de dire, formulées d'une manière qui m'intéresse foncièrement et pas juste une série de règles à respecter. Je me dis, tiens, pourquoi est-ce que dans le process 1 ou dans l'étape 1 de Calliope, il faut mettre ça en place? Qu'est-ce que ça va me permettre de développer, etc. Donc là, on est plus sur du cognitif, du contenu. Donc ça, c'est important parce que dans notre quotidien, il y a parfois des choses qu'on n'a pas envie de faire du tout, on n'est pas motivé. Donc, on peut la motiver, on peut la stimuler, pardon, cette motivation par la curiosité, justement, juste en changeant quelques petites choses, à la fois au niveau sensoriel et au niveau cognitif, dans la manière dont on présente les informations. Voilà pour la curiosité. Et enfin, l'attention, enfin. Le dernier point, l'attention. Donc, l'attention, c'est vraiment l'idée de pouvoir pleinement dédier son attention à l'accomplissement d'une tâche ou de quelque chose qu'on cherche à développer à l'instant T. Donc, en gros, là, le principe est très simple, c'est de dire, pour être pleinement motivé à faire, pour être pleinement déterminé à faire quelque chose, il faut que je puisse avoir aussi l'espace mental et le niveau de focalisation suffisant pour le faire. Donc là, c'est tout ce qui va toucher aux exercices de recentrage. Donc, par exemple, avant de rentrer dans une réunion, avant de se lancer sur un projet, peut-être se dire, je m'octroie un petit exercice de body scan, de respiration, de méditation, tous ces petits exercices liés vraiment au recentrage qui nous permettent de voilà, mobiliser vraiment toute notre attention au service d'une tâche ou d'une action. Voilà pour notre troisième principe clé de la motivation intrinsèque. Super, bah merci beaucoup. On va vous proposer un second sondage. Voilà, pour un peu prendre votre pouls également sur cette notion-là. C'est, selon vous, votre meilleur indicateur pour un apprentissage efficace, ce serait quoi, voilà, pour vous? Est-ce que c'est le fait d'avoir un esprit clair et focus? Est-ce que c'est je me sens serein et apaisé? Attention, hein, c'est deux éléments différents. Ou est-ce que je me sens reposé et plein d'énergie? Voilà, donc lequel ce serait dans les trois, où vous vous dites: «OK, là, je suis en condition pour apprendre». Vraiment, et ça sera efficace. Et encore une fois, c'est vrai qu'on peut avoir envie de répondre aux trois, hein, je comprends complètement, mais peut-être l'indicateur, essayez de penser à l'indicateur le plus impactant pour vous, c'est-à-dire vraiment celui qui pourrait vraiment être le plus, finalement, à la fois le plus performant, mais aussi le plus néfaste s'il n'était pas honoré. Ouais, absolument. Donc toi, Alors, Simon, vous laissez. lequel pour toi? Moi, le mien, c'est une très bonne question. J'étais en train d'y réfléchir, je n'avais pas forcément la réponse. J'aurais envie Moi, de je dire, je pense me sens vraiment reposé et plein d'énergie. à Pardon. reposer plein d'énergie, ouais. Ouais, moi, Ouais, tu vois, j'aurais dit celui-là, ouais. Et toi? moi, ça serait clairement le premier, esprit clair et focus. Je sais que je peux être un peu fatiguée, avoir mal dormi. Si mon esprit n'est pas clair et focus, je peux pas. Et ben voilà, nous y sommes. Donc là, c'est voilà, assez partagé finalement entre l'esprit clair et focus et le reposer plein d'énergie. Et un petit peu moins, mais quand même 14% de personnes se disent que finalement, on s'entend serein et apaisé, c'est vraiment leur meilleur indicateur d'apprentissage. Alors encore une fois, la question, elle est effectivement voilà, posée avec une réponse unique, mais les trois sont bien évidemment trois facteurs hyper importants. L'idée, c'est aussi de connaître celui qui peut-être a le plus d'impact pour vous, même si les trois vont rentrer en jeu. L'idée, c'est pas de se dire, il y en a un qui n'existe pas du tout pour moi, c'est faux. Parce que par exemple, pour moi, l'esprit clair et focus, il passe aussi par le fait d'être reposé, plein d'énergie, le fait aussi d'être plutôt sereine. J'imagine que pour toi, Simon, si tu n'es pas serein et pas apaisé, ça va être compliqué de te sentir plein Bien sûr. d'énergie parce que notre énergie part et est drainée. Donc, c'est complètement normal que voilà, on ait l'impression que les trois soient liés parce qu'ils sont liés. Absolument. Derrière ces trois réponses, on va trouver effectivement ce qu'on appelle le fonctionnement optimal de notre organisme, qu'on peut appeler d'ailleurs dans différentes recherches le fameux biorhythme. Le biorhythme, c'est vraiment le rythme
par lequel on passe et comment est-ce que notre organisme en fait se comporte et quel est notre rythme à nous idéal. Vous avez des personnes qui dorment 3 heures par nuit et qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, il y avait une espèce d'infographie, je ne sais pas si tu l'as déjà vu passer cette infographie un jour sur des grands penseurs, des grands Bien chercheurs, des sûr. grands inventeurs et leur rythme. Einstein, enfin voilà, Combien d'heures il dormait par nuit, ouais, etc. Ouais, bien exactement, sûr. des peintres, des grands génies, quoi. Et vraiment, certains, voilà, avaient leur phase créative en pleine nuit, d'autres dormaient toute la nuit et même plus que voilà ce qu'on imagine. D'autres faisaient vraiment des sessions de travail très. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre en fait qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière au niveau de notre organisme finalement quotidien, mais que cet organisme, c'est quand même notre meilleur allié en termes d'apprentissage, sauf si il est malmené. Et donc, s'il est malmené, là, c'est plus notre meilleur allié. Et donc, il peut aussi être notre pire ennemi. Donc, on le voit, hein, d'ailleurs, cette image, moi, me rappelle mes années d'école. Hein, je ne sais pas toi, mais c'est vrai que des fois, tu peux rater complètement voilà, une journée de travail, une journée d'apprentissage, une journée de peu importe ce dans quoi on s'implique, si notre organisme n'est pas notre meilleur allié ce jour-là. Donc, l'idée, c'est finalement de se dire comment faire pour que notre organisme ne dysfonctionne pas et du coup n'affecte pas notre potentiel, parce que pour le coup, ça, la finalité, c'est que ça va bloquer notre processus d'apprentissage et on a l'impression finalement que tout ce qu'on a découvert là dans ce webinaire ne marche plus. Bien sûr. Donc, il y a la question de comment prendre soin de soi aussi pour que toutes ces découvertes en neurosciences finalement aient la place de vraiment s'exprimer en fait dans notre quotidien. Et là, on vous a justement proposé des petites questions que vous pouvez vous poser vous-même, hein, donc déjà, dans un premier temps, sur le fait de prendre soin de son énergie mentale. Ouais, Et voilà, donc là, c'est de peut-être vous poser vous-même ces questions. Donc, quand est-ce que je suis mentalement au meilleur de ma capacité, par exemple, ou les autres, hein, je te laisse continuer, Tiffany. exactement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ces clés-là, comme le dit Simon. Mon énergie mentale, comment est-ce qu'elle fonctionne au mieux? Donc, voilà, ces petites questions qui vous aident. Qu'est-ce qui vous aide à stimuler l'inspiration? Les premiers signes d'épuisement, qu'est-ce que c'est? Juste des questions à instaurer dans votre quotidien. Si on passe, par exemple, à l'énergie émotionnelle, c'est qu'est-ce qui vous donne un regain d'émotion agréable? Comment est-ce que vous pouvez peut-être identifier des situations un peu cycliques qui peuvent générer de la frustration, qui déclenchent des émotions désagréables? Comment est-ce que vous pouvez un peu mieux les identifier, ces situations-là, et les associer justement à ces émotions qui peut-être vont venir perturber votre sentiment d'être apaisé, d'être serein? Quelle place est-ce que vous accordez à vos émotions en situation d'apprentissage? Est-ce que vous prenez soin de ces émotions-là, de les accueillir, de les réguler? Et puis la dernière, c'est effectivement l'énergie physique. Comment vous fonctionnez? C'est quoi, vous, votre infographie? À l'image de Einstein et autres génies là qu'on a trouvé sur cette infographie dont on parlait. Mais vous, c'est quand vous êtes le plus énergique? C'est à quel moment de la journée où vous vous sentez le plus voilà, impliqué, avec le plus d'attention? C'est quand vous ressentez généralement le besoin de faire une pause. Pour certains, c'est très tôt après avoir démarré. Pour d'autres, c'est plutôt dans l'après-midi. Pour d'autres, on a besoin de finir un peu plus tôt les gros sujets épineux, alors que certains aiment y travailler le soir plus tard. Enfin, voilà, chacun est vraiment en fait différent dans la gestion de son énergie aussi, qu'elle soit mentale, émotionnelle ou physique. Donc la question, c'est de connaître la vôtre, est un petit peu de dresser le fonctionnement optimal de votre organisme. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais longtemps essayé de faire des sessions d'apprentissage le matin, quand je suis arrivé au boulot, d'arriver plutôt au boulot, d'arriver une demi-heure ou une heure plutôt au boulot pour me lancer là-dedans. Quand il y a encore personne, je me disais que c'était la bonne solution. Et au final, je me rends compte qu'en arrivant plus tôt, moi, j'ai envie d'attaquer tout de suite ma journée et que Ouais, je pense déjà à tout ce qui va se passer dans la journée, donc ça me pollue. Et ouais. finalement, c'est un peu contre-intuitif, mais je serais plus efficace le soir, ou en tout cas en fin de journée, quand mon esprit est libre de ma to-do list de la journée. Alors voilà, au début, je pensais que ça allait être vraiment le matin, et finalement, c'est l'inverse, tu vois. Donc, mais en testant que j'ai pu aussi me rendre compte. Exactement, en testant, en faisant un bilan, vraiment en se posant cette question-là, en étant vraiment conscient de comment est-ce que j'investis mon organisme et est-ce qu'il est mon allié ou est-ce qu'il est mon ennemi dans la manière dont je l'utilise finalement. Alors, Eh et en bien quelques voilà minutes, tu pour. voulais nous proposer un petit outil, et puis après, on se garnera quelques instants, mais je vois pas de questions. N'hésitez pas à en poser, hein, si vous en avez, parce que comme ça, s'il n'y a pas de questions, on pourra aussi passer plus de temps sur le reste.
Absolument. Voilà, mais je te laisse présenter notre Weekly Learning Planner. Exactement. Donc là, on vous a mis quelques outils et ressources que vous pouvez explorer et, au quotidien. Donc, le Weekly Learning Planner, alors, c'est totalement un outil que nous avons revisité, que nous avons d'ailleurs nous-mêmes créé pour l'occasion. En fait, cet outil, il est inspiré d'un petit planeur de gestion du temps qui existe réellement, hein, pour la petite anecdote, que j'avais découvert dans une librairie spécialisée un peu entreprise. D'ailleurs, ceux qui ont suivi des ateliers découvertes sur la gestion du temps ou même une formation de gestion du temps avec nous, vous allez le retrouver dans le contenu, puisque le Daily Action Planner, de son nom officiel, c'est un planeur qui permet vraiment d'organiser ses actions quotidiennes, sa routine quotidienne pour être organisée et efficace. Et en fait, on s'est posé la question en créant ce webinaire et en créant un parcours d'ailleurs pour une entreprise sur les neurosciences et l'apprendre à apprendre, que finalement, cet outil-là pouvait aussi être utilisé à des fins d'apprentissage, à des fins quelque part d'organisation de son apprentissage et vraiment de ne pas oublier de stimuler son cerveau au quotidien. Et donc, on a revisité un petit peu les catégories. Donc, l'idée, ça serait de dire, en fait, au quotidien, quelles sont mes envies d'apprentissage? Donc, listez, vos envies d'apprentissage. Parmi ces envies d'apprentissage, où est-ce qu'il y a, par exemple, mes axes vraiment d'amélioration, c'est-à-dire les choses que j'ai vraiment envie d'augmenter, de développer, et où est-ce qu'il y a les choses que je fais déjà peut-être très bien ou qui constituent déjà quelque part des choses qui me motivent et que j'ai envie, je sais pas moi, soit de continuer à activer, soit de renforcer. Une fois que j'ai fait ça, l'idée c'est d'aller dans mes séquences d'apprentissage, dans cette espèce de catégorie, on peut le faire directement dans son agenda, et de dire dans mes séquences d'apprentissage, comment est-ce que je peux m'organiser des séquences d'apprentissage pour justement développer ses envies, que ça reste pas juste quelque part une intention que je pose dans ma tête. Je vais apprendre une nouvelle langue ou je vais me perfectionner, je sais pas moi, sur des outils, sur tel logiciel. Que ça reste pas juste quelque chose que je rumine et où je me dis oh tiens j'ai toujours pas fait ça, mais finalement quelque chose que je mets en action vraiment de manière planifiée. Et enfin, une fois que j'ai fait ça, l'idée c'est que l'apprentissage c'est quelque chose qui se partage parce que c'est comme ça qu'aussi qu'on s'enrichit en fait les uns les autres. C'est qu'est-ce que j'ai envie de partager? Où est-ce que je vais partager mes expériences? Donc peut-être que je vais me planifier, je ne sais pas moi, la réunion d'équipe du lundi matin, de faire découvrir cette nouvelle application, ce nouveau logiciel sur lequel je me suis formée, je me suis développée, ou cette nouvelle compétence que j'ai apprise et comment je m'y suis pris, par exemple. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment de faire de l'apprentissage quelque chose finalement de pas seulement mental, mais quelque chose qui vraiment s'inscrit dans votre routine et qui se partage également. Voilà, le Weekly Learning Planner. Plan Super, d'apprentissage semaine, pour être en français. on vous a mis, mais on vous laissera tranquillement les regarder pour pouvoir passer un peu à la conclusion. Mais voilà, des ouvrages et des conférences que vous pourrez, voilà, vous retrouverez dans le support qui va vous être envoyé et qui peut, voilà, qu'on vous invite à aller découvrir si vous voulez aller plus loin. Donc on a un TEDx sur sur Lara Boyd, donc qui est sur le pouvoir du cerveau, et puis un livre sur activer les talents avec les neurosciences. Et également, tu avais 3 applications, Tiffany, que tu as pu tester à nous recommander. Donc Tout peut-être à en un fait. mot, ce que c'est? Absolument. Donc là, c'est pour le côté plus léger, plus quotidien. Donc c'est vrai que je pense qu'on a tous, peu importe où on vit, mais pour certains, on prend les transports, pour d'autres, on a tous connu cette attente, pardon, très longue dans la salle d'attente d'un médecin ou autre. Et bien en fait, parfois, au lieu de finalement passer son temps à voilà, sur des réseaux qui peut-être parfois ne nous apportent pas autant que ce qu'on le souhaiterait, on peut aussi parfois remplacer ce temps-là, passer sur des réseaux un peu moins, on va dire, stimulants et plus drainants finalement pour le cerveau. On peut passer son temps sur des petites applications d'entraînement cérébral qui sont très ludiques. Hein, attention, on n'est pas sur des tests de QI là, mais plus sur voilà, c'est des petites applications ludiques qui permettent de stimuler la mémoire. Donc Luminosity, Elevate et Peak, c'est des applications, comme on peut dire, un peu de remise en forme cérébrale qui proposent des exercices sur l'attention, sur la coordination. C'est vraiment des petits jeux cognitifs et interactifs qui sont vraiment basés sur le principe des neurosciences. Donc, de temps en temps, voilà, ça peut permettre d'alterner un peu là où on focalise voilà, notre attention.
Super. Et alors, bon, je vois pas de questions. Je vais vous proposer les prochains rendez-vous et puis après on va se quitter là-dessus. Je pense comme ça on terminera aussi dans les temps. Mais Ouais. voilà pour information, donc on a plusieurs voilà rendez-vous sur lesquels on vous invite à nous retrouver. Le 21 septembre, on fait un webinaire comme celui-ci, hein, en 1 heure, un webinaire avec Fefor, qui est un cabinet de conseil et d'études. Et voilà, donc on fait une co-animation Fefor et MyConnecting sur le thème de la mesure d'impact des formations transverses. Voilà, qui est un nouvel impératif pour les directions de formation. On va avoir la chance d'avoir notre directeur général Thierry Delay qui parlera de ce sujet qui lui est cher, parce on fait des mesures d'impact à chacun de nos parcours de formation. Donc mesure d'impact, il faut comprendre évaluation à froid, hein, pour vraiment se dire à quoi a servi cette formation plusieurs mois après la formation. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est le bon webinaire, je pense, à suivre. Et le 13 octobre, on a un webinaire sur la méthode DISC, et donc sur le thème de mieux se connaître pour mieux communiquer, donc autour de l'outil DISC. Donc ça, c'est quelque chose qui nous avait été demandé lors d'un webinaire qu'on avait fait en avril dernier. Avril ou mai dernier, on avait effleuré ce sujet dans un webinaire. On vous avait demandé si vous vouliez aller plus loin, et donc on a eu des retours positifs. Donc on vous dédie ce webinaire, voilà, toujours à l'écoute de vos recommandations et puis des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde. Voilà, et tous nos replays, bien entendu, qui peuvent se retrouver comme d'habitude sur notre page YouTube MyConnecting. Super. On arrive donc Bon, à la fin de ce webinaire. Voilà, donc il n'y avait pas eu de questions, donc on va se permettre de terminer là-dessus. Un grand merci Tiffany pour tout ce que tu as apporté et puis pour ton éclairage et d'avoir participé enfin, et d'avoir créé tout ce contenu aujourd'hui. Voilà, je te laisse remercier tout le monde et puis nous dire au revoir. super, merci beaucoup Simon aussi pour cette super co-animation comme d'habitude. C'est un très bon moment, un moment très agréable dans la motivation intrinsèque, clairement. Et voilà, on espère que tout le monde a été effectivement inspiré par un ou deux outils à mettre en pratique et à aller explorer. On vous le souhaite en tout cas. Très belle fin de journée à tous et à toutes.